Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, les Français pourront bien partir en vacances en février, mais Jean Castex leur demande la plus grande prudence face à la propagation du virus. L'accélération de la campagne de vaccination, 1 700 000 rendez-vous supplémentaires pour une première injection vont être proposés dans les tout prochains jours. Des dégâts très importants et une décrue extrêmement lente dans le sud-ouest. Nos reporters sont avec les sinistrés. Certains n'avaient pas vu cela depuis 40 ans. Dans ce journal également, vous assisterez au grand lifting de la vénérable Tour Eiffel. 132 ans après sa construction, le monument le plus célèbre de France se refait une beauté en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Enfin, nous irons assouvir notre envie d'évasion en explorant un archipel extraordinaire. Fernando de Noronha, au large du Brésil, est l'un des sites les mieux préservés au monde. Son écosystème n'a pratiquement pas changé depuis des millénaires. Vous comprendrez pourquoi il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les vacances qui commencent pour certains demain soir devront donc rimer avec prudence. C'est le message qu'a voulu transmettre Jean Castex ce soir lors d'une conférence de presse. La situation, dit-il, reste fragile et préoccupante. Lucas Ajdela. La responsabilité des Français plutôt que le confinement. Le gouvernement espère encore l'éviter. Les chiffres de l'épidémie restent à un niveau haut mais stable selon le Premier ministre. Pour les vacances d'hiver qui commencent à partir de demain, pas de restrictions de circulation dans le pays, mais un appel à une vigilance maximale. Nous devons éviter tout relâchement. Comme vous l'avez fait à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés, pour celles et ceux d'entre vous qui pouvaient en prendre. Prudence, mais aussi répression. Les contrôles de forces de l'ordre pour faire respecter le couvre-feu seront encore renforcés dans les prochains jours. Plus de 177 000 amendes ont déjà été dressées depuis le 15 décembre. Ce soir, vous êtes nombreux à nous confier avoir modifié vos projets de vacances. Pour les vacances, en tout cas de février, je vais m'occuper de mes enfants à la maison. On n'a rien de prévu. Et puis j'espère pouvoir leur offrir de belles vacances cet été. On devait partir chez mon fils à Pau et on n'y va pas parce que trop compliqué, peur aussi. C'est tout ce qu'il faut pour la sécurité des autres qui m'entourent. Mais vous partez. Voilà, je pars quand même. Ouais. Concernant la vaccination, l'accélération se poursuit. Des rendez-vous supplémentaires vont pouvoir être réservés à partir de demain. En tout, 1,7 million de nouveaux créneaux pour une première injection, 500 000 fin février, 1 200 000 au mois de mars. Mais effectivement, pour les personnes à risque, ça peut être pas mal. Parce qu'ils disent qu'il faut 60% de la population vaccinée pour inverser la courbe de contagion. Je pense que c'est par là qu'il faut qu'on s'en sorte. Enfin, le gouvernement veut renforcer sa stratégie de dépistage. Dès la fin des vacances, des tests salivaires seront déployés dans les établissements scolaires pour détecter une possible reprise de l'épidémie à la rentrée. Faute de doses suffisantes, Jean Castex a reconnu que de nombreuses personnes âgées qui souhaitent se faire vacciner n'y parviennent pas. Vous avez entendu à l'instant qu'1 700 000 rendez-vous supplémentaires vont être proposés, ce qui devrait permettre à terme de rattraper un peu du retard que nous avons pris par rapport à de nombreux voisins européens. Reportage Joséphine Devambé, Léa Deschâteaux et Hippolyte Corneille. Dès samedi, des soignants recevront les premiers vaccins AstraZeneca, 400 000 doses administrées dans les hôpitaux. C'est un coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Le deuxième acte se passera chez les médecins généralistes. Ils pourront se procurer 700 000 doses dans 2 semaines et vaccineront en priorité leurs patients les plus à risque. On va cibler la population âgée de 50 à 65 ans, surtout ayant des facteurs de comorbidité. L'obésité, le diabète, l'insuffisance rénale. Troisième étape, mi-mars. Les pharmaciens recevront 2,5 millions de doses. Ils ont l'habitude de travailler avec des grossistes et de vacciner contre la grippe, mais se demandent encore comment ils vont s'organiser. Les gens prendront certainement rendez-vous. Je pense notamment aux personnes âgées qui ne peuvent pas faire la queue pendant plusieurs heures. Et puis pour éviter aussi les flux de personnes. C'est une question qui reste en suspens. Devrons-nous prendre des rendez-vous sur Internet pour se faire vacciner à la pharmacie ou chez le médecin? Si c'est le cas, voici le mode d'emploi. Le principe sera exactement le même que pour le patient aujourd'hui qui prend un rendez-vous sur un centre de vaccination. Donc vraiment, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner l'officine qui est proche de chez soi. Et les créneaux devraient être plus nombreux dans les prochaines semaines. Le gouvernement en annonce 1,7 million supplémentaires d'ici la fin du mois de mars.
Autre sujet important abordé lors de cette conférence de presse, l'évolution des variants, notamment le variant anglais, plus contagieux que la souche originelle. Ce sont en grande partie ces mutations du virus qui expliquent l'inquiétude du gouvernement qui craint l'afflux de malades dans nos hôpitaux qui sont déjà très chargés. Le point sur la situation avec Julien Roux et Jean-Marie Bagayoko. Il représente 1 cas sur 5 en Bretagne. La montée en puissance du variant anglais préoccupe ses étudiantes à l'université de Rennes. Si au fur et à mesure, il y a toujours encore et encore des variantes, c'est sûr que ça nous inquiète. C'est assez anxiogène quand même. On a envie de se débarrasser de ça. Oui, c'est ça. On a envie que ça en finisse. Numéro 198. Une grande campagne de dépistage a été mise en place sur le campus. Mais les tests ne permettent pas de détecter immédiatement la présence d'un variant. Sur un test antigénique, on ne peut pas faire de recherche de variants. Donc si les gens ont voyagé, éventuellement, on pourra les retester pour faire une PCR. Et il y a urgence. L'épidémie s'emballe en Bretagne. 28 clusters de plus en seulement 2 jours. Comme ici, au commissariat, où 22 policiers ont été testés positifs. Nous sommes assez préoccupés. Les taux d'incidence augmentent rapidement, notamment en Ille-et-Vilaine et notamment sur Rennes Métropole. Donc c'est une circulation du virus qui s'accélère. Le variant anglais représente aujourd'hui 20% des cas en Bretagne, en Ile-de-France et dans le Grand Est. 10% en Auvergne-Rhône-Alpes. En moyenne, sa circulation est passée de 3,3% le 7 janvier à 13,8% le 27 janvier sur l'ensemble de la France. Ce chef de service d'un grand hôpital parisien se dit inquiet. Dans son unité, 1 cas sur 3 est un variant britannique. On voit ce plateau ascensionnel, mais ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est le moment où ça va décrocher. Et on sait qu'à l'étape d'après, c'est de pousser les murs, c'est-à-dire d'utiliser des unités de soins intensifs qui sont pour d'autres patients, ou des blocs opératoires, ce qui veut dire une déprogrammation. Pour limiter au maximum la diffusion du virus, le gouvernement annonce ce soir le passage systématique à domicile d'un infirmier chargé d'accompagner l'isolement des patients positifs à un variant. Et après ce suivi de 7 jours, ils devront encore limiter leurs contacts 1 semaine de plus. C'est presque mieux. Pour faire face à la propagation de l'épidémie et l'apparition de variants, notamment sud-africains, le gouvernement a décidé ce soir de reconfiner pour au moins 3 semaines Mayotte. La mesure est effective à partir de demain, 18h. Ailleurs en France, les contrôles seront renforcés aux aéroports et aux frontières pour s'assurer que personne ne puisse entrer sur le territoire sans un test PCR négatif. Contrôle renforcé également dans les magasins et sur la voie publique pour faire respecter scrupuleusement le couvre-feu. Écoutez les explications d'Annie Bazar. Depuis la mise en place du couvre-feu, plus d'1 900 000 contrôles comme celui-ci ont eu lieu. La petite attestation qui va bien, s'il vous plaît, madame. Mais le message du gouvernement est clair, ils seront de plus en plus nombreux. C'est la première fois que je me fais contrôler. Par rapport au week-end dernier, il y a 40% de contrôles en plus et une hausse de plus de 50% des verbalisations. L'idée, c'est évidemment d'être présent. C'est à la fois des contrôles, comme vous voyez ici, systématiques fixes, et des contrôles mobiles qui couvrent l'ensemble du maillage territorial de la préfecture de police. Faire respecter le couvre-feu, mais aussi la distanciation et les gestes barrières. C'est l'objectif donné aux forces de l'ordre. Les policiers renforceront donc les contrôles pour faire respecter la jauge dans les commerces, notamment les grandes surfaces où de trop fortes affluences ont été constatées le week-end dernier. Autre cible, les rassemblements devant les épiceries ou les restaurants qui font du click and collect. Et effectivement, il faut qu'on puisse gérer notre vente à emporter dans les meilleures conditions possibles, mais il faut qu'on puisse le faire. Pour empêcher la circulation du virus, le Premier ministre a également insisté sur les restrictions mises en place aux frontières le week-end dernier, comme ici, entre la France et l'Italie. Toutes les personnes qui souhaitent rentrer sur le territoire français doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Je suis totalement surprise. Maintenant, on est au courant. Faute de test PCR, vous serez verbalisé. Vous recevrez l'amende en Italie, monsieur. En cas de non-présentation du test PCR négatif, il s'agit d'une verbalisation de 135 €. Et ils peuvent continuer leur route. Mais ils peuvent continuer leur route. En dehors de l'espace européen et pour les dom-toms, toutes les entrées et les sorties sont interdites. Seuls les voyages pour des motifs impérieux, familiaux, de santé ou professionnels sont autorisés. Lors de cette conférence de presse, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a répété que le télétravail était la règle dans toutes les entreprises, toutes les administrations, partout où cela est possible. Elle a appelé employeurs et salariés à se remobiliser. Comment les entreprises s'adaptent-elles concrètement? Justine Corbillon, Anouchka Fliller et Ève Mazet.
Dans cette entreprise spécialisée dans la livraison de fournitures de bureau, on est au maximum de ce qu'on peut faire sur le télétravail et ça ne peut pas être du 100%. On a à peu près 50% des collaborateurs qui sont en présentiel parce qu'ils travaillent dans des métiers qui sont de la préparation de commandes, de la distribution, de la réception de produits qui ne sont pas des métiers télétravaillables. Et on a les 50 autres % de l'entreprise qui sont en télétravail. Tous les employés de bureau travaillent depuis chez eux. Mais pour que ça marche, leurs managers font des points chaque semaine avec eux pour être bien certains que cette situation leur convient. Bonjour Elie, comment ça va? Ça fait maintenant quasiment un an que l'équipe est en télétravail à 100%. Comment ça se passe de ton côté? Comment tu le vis? Le fait de ne pas voir les autres, c'est sûr que ça pèse un peu. Ça manque. Bon, on va dire que c'est une phase qui est censée être temporaire. Ce salarié est globalement satisfait, mais pour certains autres... Il est arrivé récemment que certains salariés reviennent sur certains open space. Et c'est ce qui semble se produire dans beaucoup d'entreprises. Alors que 70% de ceux qui pouvaient télétravailler le faisaient en novembre, ils ne sont plus que 64% en janvier. Ici, l'infirmière s'entretient régulièrement avec ces travailleurs qui dépriment à force de rester chez eux. Certains peuvent se trouver un peu isolés avec du coup des équipes qui manquent, les relations dans l'équipe qui manquent. Et donc, je fais un suivi individuel personnalisé pour chaque salarié qui le demande. Le gouvernement a même mis en place ce numéro vert pour les salariés qui ont du mal à supporter cette solitude. Mais dans le même temps, il demande ce soir aux entreprises de faire plus, car il a constaté un relâchement dans des secteurs où le télétravail est pourtant possible. Les banques et assurances, seulement 43% de télétravailleurs. Les activités immobilières et juridiques, seulement un tiers. La ministre va donc réunir la semaine prochaine toutes les branches concernées. Elle a rappelé ce soir ce chiffre. Les risques de contamination sont diminués de 30% lorsqu'on télétravaille. Revenons un instant sur les vaccins, un chapitre ô combien important. Depuis quelques jours, vous pouvez consulter le nombre de doses livrées chaque semaine dans votre département, ainsi que les stocks encore disponibles. Ces données indicatives correspondent-elles à la réalité? La répartition des doses est-elle logique? Est-elle équitable d'une région à l'autre? C'est ce qu'ont voulu savoir François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Regardez leur passionnante enquête. À 20 km de Paris, une future salle de vaccination toujours désespérément vide parce qu'aucune dose reçue. Dès qu'on nous dit on a les vaccins, on se met en place et en 48 heures on est prêt. Monsieur le maire avait pourtant tout prévu. Donc voilà, on a déjà les 2 frigos qui permettront d'accueillir les vaccins. Vous voyez, les élus sont engagés, les agents sont engagés, les habitants sont en attente. Il ne nous manque plus qu'une seule chose, c'est le vaccin. Dans cette commune de 12 000 habitants, ça fait déjà un mois qu'on réclame des doses. Courrier au préfet, au président de la République, pour dénoncer une avalanche de lourdeurs administratives. Monsieur le maire, citation du ministère de la Santé. On est le 12 janvier dernier. Les acteurs locaux doivent s'emparer des doses et mettre en place des solutions de vaccination au niveau local. Qu'est-ce que vous répondez alors? Ils doivent s'emparer des doses. On s'emparera des doses le jour où ils ne livreront les doses dont on a besoin. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra mettre en place la vaccination sur les territoires. L'Île-de-France fait partie des régions sous-dotées en vaccins, proportionnellement à sa population. L'Île-de-France a aussi un autre problème, une population très dense. Gérer et prioriser les demandes est donc encore plus compliqué qu'ailleurs. Allez, on prend maintenant la direction d'une commune qui se trouve vraiment à quelques kilomètres. Ici, il y a bien des vaccins, il y a quand même un petit problème. Bonjour madame. Faute de doses, dans ce centre, des dizaines de vaccinations doivent être annulées. C'est vrai que nous étions à 450 ou 500 doses par semaine. Maintenant, nous sommes passés à 300. Et nous demandons aux gens d'être indulgents. On reporte de 15 jours le rendez-vous. Par conséquent, les installations prévues sont, par manque de vaccins, totalement surdimensionnées. Vous pouvez le voir par ici, on a installé 6 box, donc 6 unités de vaccination. Et aujourd'hui, nous n'avons seulement que 2 unités de vaccination qui fonctionnent. Pour quel coût ? Alors là, pour le coup, je suis un peu en limite. Un transformateur électrique, des dépenses de personnel, plus de 15 000 € de frais de fonctionnement à la charge de la commune. Dès lors, comment expliquer ces cafouillages? Quelle méthode pour répartir les doses dans chaque région? Nous contactons le ministère de la Santé, qui nous livre 2 critères principaux d'attribution. En fonction du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans et en fonction du nombre de personnel médical de plus de 50 ans. Sauf que dans la réalité, d'une région à l'autre, les chiffres ne collent pas toujours. La suite de notre enquête nous amène à l'Assemblée nationale. On est à côté de l'hémicycle et on a rendez-vous avec une députée qui va nous expliquer pourquoi, dans son département, elle a reçu aussi peu de doses de vaccins.
Delphine Batho, ancienne ministre, a comparé les vaccins disponibles dans son département avec un autre et les différences sont assez criantes. On a regardé les chiffres que vous avez compilés au 24 janvier pour les plus de 75 ans. Un vaccin pour 2 habitants en Creuse, un vaccin pour 17 habitants dans les Deux-Sèvres de plus de 75 ans. Comment on explique cette disparité ? Je ne l'explique pas. Il y a une inégalité, une organisation à 2 vitesses en fait, de la campagne de vaccination qu'on ne comprend pas. Tout le monde sait en fait, qu'il y a une pénurie de vaccins. C'est ça la situation dans laquelle on est. Mais encore faut-il que la pénurie soit gérée de façon juste. La députée a donc écrit au ministre de la Santé, réponse d'Olivier Véran. Il assure que des mesures d'équilibre régional seront recherchées et mises en œuvre pour favoriser l'accès équitable à la vaccination. C'est une façon de reconnaître qu'il y a bien un problème. Et si la solution, c'était la prudence ? À Saint-Rémy-sur-Avre, tous les candidats au vaccin sont contactés. Donc Chantal, elle a été rappelée. Grâce aux autorités locales, la mairie a une idée précise du stock de vaccins disponibles, ce qui est loin d'être le cas partout ailleurs. C'est comme dans tout contrat, c'est qu'on signe un contrat, on reçoit ce qui est prévu et on dit qu'on est satisfait. C'est pas de la chance, c'est de la bonne gestion. La vaccination se déroule 10 km plus loin. L'agglomération de Dreux propose un service de transport pour ceux qui ne peuvent se déplacer eux-mêmes. Ici, pas d'annulation de vaccination. Pourtant, Dreux ne croule pas sous les doses. Il nous reste 2 flacons là actuellement pour la fin d'après-midi. Mais il y a une règle de base dans ce centre. Les rendez-vous sont fixés uniquement en fonction des doses reçues. La prudence donc, pour éviter la déception. Dans cette bataille planétaire contre la maladie, un pays souffre particulièrement. Le Portugal est le pays au monde le plus touché par l'épidémie en proportion de sa population. 13 000 morts pour 10 millions d'habitants. Malgré un confinement strict depuis mi-janvier, le nombre de cas positifs explose. Les hôpitaux sont saturés. Les autorités portugaises ont lancé un appel à l'aide aux autres pays européens. Thibaut Malandrin, Laura Cambeau et Maxime Rousseau. Des files d'attente, chaque jour plus impressionnantes. Les ambulances ne cessent d'arriver devant le plus grand hôpital de Lisbonne pour y conduire des personnes malades du Covid. Relativement épargné au printemps dernier, le Portugal est submergé par la 3e vague de l'épidémie et le système hospitalier est par endroits saturé. Parfois, on peut attendre jusqu'à 16 heures. Je me sens désespérée. C'est frustrant de devoir attendre comme ça, toutes ces heures avec les patients qui restent assis à l'intérieur, dans l'attente d'avoir une place, quelque part. Plus de la moitié des 13 000 victimes du Covid-19 sont mortes depuis le 1er janvier. Mais les médecins en ont la certitude, le pic a été atteint et la situation devrait très lentement commencer à s'améliorer. On est arrivé à une tendance à la stabilisation, mais une stabilisation qui se situe à un niveau très haut, aussi bien en nombre de cas qu'en nombre de patients admis en urgence ou en réanimation. En attendant, débordé, le pays en appelle à l'aide internationale. Et c'est l'Allemagne qui a répondu la première. Hier, sont partis de cet aéroport militaire près d'Hanovre 8 médecins, 18 infirmières et un important stock de matériel médical. Ces renforts vont permettre de faire fonctionner une unité médicale au Portugal qui existait déjà mais qui n'était pas utilisée faute de personnel suffisant. Pourtant, pour freiner l'emballement épidémique, dû notamment à la présence du variant anglais, le gouvernement avait décrété mi-janvier un nouveau confinement. Commerces et écoles fermés, renforcement des contrôles aux frontières et interdiction de voyager, sauf motif impérieux. Mesures draconiennes. À l'aéroport de Lisbonne, les voyageurs ont quasiment disparu. L'aéroport en ce moment est presque en état d'arrêt. Enfin, évidemment, le service public continue, mais le volume a très fortement diminué. Le Portugal est aujourd'hui le pays d'Europe le plus durement frappé par l'épidémie, en nombre de morts et de nouveaux cas, rapportés à ses 10 millions d'habitants. L'actualité de ce jeudi nous amène aussi bien sûr sur le front des inondations dans plusieurs départements du sud-ouest. Elles ont une ampleur historique jamais vue depuis 40 ans. Avant d'aller au plus près des sinistrés, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, je vous propose de prendre un peu de hauteur, des images vues du ciel qui permettent de mesurer l'ampleur de ces crues. Olivier Santiqui et Grégoire Guisto. Comme une mer intérieure. Capricieux, les flots ont choisi parfois d'épargner, bien plus souvent d'envahir. Et lorsqu'un pont semble préservé, il s'achève en voie sans issue. Notre survol commence avec des villages coupés du monde. Bari,
et sa population qui n'a plus que la barque comme moyen de déplacement. Le niveau de l'eau a atteint 9,69 m selon la préfecture. Il y a aussi Floudès et son église devenue îlot. Si la décrue a commencé ce matin, les communes restent largement inondées. À La Réole, 4300 habitants, le bas de la ville et ses platanes sont immergés. Et il faut faire un effort d'imagination pour se représenter l'aérodrome, dont on reconnaît à peine la petite tour de contrôle. Cimetières, lotissements n'ont pas résisté à Justine. La tempête a gonflé les rivières, dépassé ou contourné les digues, dont certaines désormais retiennent l'eau et ralentissent son reflux. Les points hauts, parfois des confettis, ont servi de refuge pour les automobilistes. Ils y ont abandonné leurs véhicules en attendant la réouverture du réseau routier. Marmande est un cas à part. La Garonne n'y a pas atteint son record de 1981, mais le niveau est monté jusqu'à 10,20 m. Surtout, le fleuve a débordé de façon spectaculaire. De 130 mètres de large d'habitude, il est passé à 6 km hier en fin de journée, selon une association climatologique régionale. L'épisode laissera des traces, des dégâts considérables. Il a coupé des dizaines de kilomètres de route et nécessité des centaines d'interventions de la part des services de secours. Parmi les communes les plus touchées, donc les plus isolées, La Réole en Gironde, où beaucoup d'habitants ont dû être évacués entre hier et aujourd'hui, certains élytreuillés. Non loin de là, à Bourdelle, les sinistrés eux-mêmes font preuve d'un esprit de solidarité remarquable en proposant leur aide aux autres. Erwan Brem et Christophe Deveau sont sur place. Le bateau comme seul moyen d'accès. Et des rotations régulières pour aider les habitants de Bourdelle, restés chez eux. Merci beaucoup. Le maire de la commune n'a pas beaucoup dormi depuis 48 heures. Il faut dire que la montée brutale du fleuve a surpris tout le monde. 50 cm de plus que prévu hier après-midi. C'était quand même préoccupant. Et ces 50 cm-là nous ont causé des problèmes quand même. Des gens avaient mis à l'abri, sauvé les biens pour une certaine hauteur. Et ça n'a pas suffi la plupart du temps. Le village de Bourdelle est encore totalement inaccessible. Il se trouve au milieu de ce qu'il faut bien appeler un lac désormais. L'eau commence petit à petit à descendre, mais il faudra encore un petit peu de temps pour pouvoir voir apparaître la route qui se trouve sous nos pieds. Merci beaucoup pour le gardiennage. Cette jeune femme et sa fille ont décidé de quitter le village. Il y a 2 mètres d'eau autour de leur maison. On pouvait encore vivre à l'étage dans la maison, mais en fait, notre petite fille était pas vraiment d'accord avec ça. C'est vraiment un peu compliqué. Dans la commune limitrophe, l'eau est en train de baisser. Mais il faut encore le bateau pour circuler. Ah oui, c'est toujours impressionnant parce qu'on ne sait même plus où sont les routes. Les digues sont là-bas, sous 1 mètre d'eau. C'est toujours un gros ça, ouais. Il y a toujours le stress. On ne sait pas à quelle hauteur elle doit monter. Les membres de la famille Moreau vivent dans ce hameau. Ils aident les voisins depuis le début des inondations. Oui, des raclettes, oui. Parce qu'on n'en a pas. Et ça pourrait être utile maintenant. C'est eux qui nous ont monté les meubles. Oui. Ils sont venus nous aider. Enfin, voilà. Ouais, naturellement. Ils sont habitués en plus. Voilà. Aux crues que nous, c'est la première crue qu'on voit comme ça. Signe que chaque village est soumis à une évolution différente. Ce matin, La Réole observait encore l'eau monter. Pas le choix, il fallait évacuer. Elle ne veut pas laisser sa maison. Donc on la voit chez mes parents. C'est pas grave. À La Réole, la décrue est extrêmement lente. Le débit de la Garonne est toujours impressionnant. Dans le Lot-et-Garonne, sans conteste, le département le plus touché par cette montée des eaux, de nombreuses communes ont été inondées. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois sans relâche. Après une nuit harassante, ils sont allés secourir les derniers sinistrés. Regardez ce reportage tourné à Marmande par Henri Dreyfus et Gilles Parot. Un AVC, donc secours à personne. Elle est isolée la maison et il y a une ambulance. Un accident vasculaire cérébral, c'est le genre d'urgence auquel ces secouristes sont rompus. Mais ce matin, leur intervention est plus complexe qu'à l'accoutumée. La victime se trouve dans un hameau, encerclé par les eaux. Le dit Mollier, vous savez où c'est? Mollier. Ces sauveteurs savent que le temps est compté pour éviter des séquelles irréversibles. Déjà en temps normal sur terrain normal, il faut aller vite parce que l'AVC en fait c'est un épanchement de sang au niveau du cerveau. Il faut que ce soit traité et pris en charge rapidement. Un sinistré attend d'être mis à l'abri. Il semble éprouvé, mais sa prise en charge attendra. L'urgence est ailleurs. Je dors dans la voiture depuis 2 jours et j'ai plus grand chose à manger. Donc La maison de la victime est enfin repérée.
Entouré de sa femme et de ses 3 enfants, l'homme est conscient, mais fébrile. Ouais. Tard ce matin, je commence à voir un peu flou. Et puis après, c'est des fourmis dans tout droit, tout droit. Les constantes sont rassurantes, mais un avis médical est indispensable. Il y a une ambulance qui vous attend, mais au niveau de la carrosserie Z, ouais. On va aller à l'hôpital, non, faire ce contrôle. La conscience du danger, cette famille ne l'avait pas encore il y a quelques heures. Oui, j'ai eu peur pour mon mari parce qu'il n'est jamais malade et du coup, oui, là, c'est vrai que c'est très stressant. C'est mes premières inondations et l'année prochaine, si ça repart, je ne resterai pas à la maison, ça c'est sûr. Autre évacuation d'urgence, mais d'une autre nature à quelques kilomètres en aval. Cette fois, il s'agit d'une chèvre et de son compagnon, paraît-il indissociable. On a un âne qui est depuis 2 jours au moins, voire 3, dans l'eau. Après avoir envisagé plusieurs scénarios, ces sauveteurs animaliers ont décidé d'anesthésier l'animal. Et l'anesthésie, elle est incontournable pour lui parce qu'on ne peut pas le repasser par l'eau. Si on le laisse là, très clairement, l'animal il va mourir, quoi. Il faut encore charger la bête de 250 kg dans l'embarcation. On peut le monter. Allez, on le monte. La crue inondant essentiellement des terres agricoles, des dizaines d'animaux restent encore à sauver. Ce soir, 14 départements sont encore en vigilance orange, crue, inondation. Vous les découvrez sur cette carte. Les alertes météo se succèdent depuis plusieurs jours. Plusieurs cours d'eau ont atteint des niveaux records. Quelle en est la cause? Cet épisode pluvieux est-il vraiment exceptionnel? Le dérèglement climatique en est-il la cause? Quelles seront les conséquences à l'avenir? Delphine Sidbon et Florian Le Goïc. Depuis Noël, la pluie n'a quasiment pas cessé de tomber. Dans certaines villes des Landes ou de Nouvelle-Aquitaine, il est tombé autant d'eau en 2 mois qu'il n'en tombe à Paris durant 1 an. Ces pluies sont-elles vraiment inhabituelles? Ces crues sont exceptionnelles, mais elles ne sont pas uniques dans l'histoire de France. Le Sud-Ouest a déjà connu des épisodes tout aussi pluvieux. Par exemple, en décembre 1981, ou même beaucoup plus lointain dans le passé, en juin 1875, et donc qui est resté célèbre par une phrase que l'on attribue à MacMahon, qui aurait dit que d'eau, en voyant les inondations dans le Sud-Ouest. Mais ça, c'était il y a 150 ans, donc comme quoi, c'est pas un phénomène nouveau. En revanche, ce qui marque ce prévisionniste, c'est que cette année, quasiment aucune région n'est épargnée par ces fortes pluies. Est-ce lié au changement climatique ? Non, on ne peut pas dire que ces fortes pluies sont directement liées au changement climatique parce que c'est vraiment un phénomène ponctuel et météorologique, des perturbations qui sont bloquées par les hautes pressions et qui n'ont pas d'autre chemin que la France. En revanche, ce que disent les climatologues, c'est qu'au fil des années, ces phénomènes météorologiques sont en train de s'intensifier. On peut donc s'attendre à davantage de pluie, mais aussi des pluies plus fortes dans les années à venir. Quelles conséquences pour les villes ? Devront-elles s'adapter, changer? On l'a vu lors des crues sur la Vésubie ou la Roya au mois d'octobre dans l'arrière-pays niçois. On sait qu'il y a des habitations qui ne vont pas être reconstruites là où elles étaient et où il faut se déplacer. Ne pas construire sur les zones à risque, surtout qu'en ville, à cause du béton, la pluie a bien du mal à être absorbée par les sols. La décrue, on l'a vu, est à peine amorcée, mais il faut déjà envisager et mesurer les conséquences économiques. Des dizaines de milliers d'hectares ont été submergés, des routes, des ponts ont été endommagés. Reportage à Saint-Léger et Aiguillon, 2 communes du Lot-et-Garonne. Michael Guilleux et Clément Biet. Toute la journée, le niveau des cours d'eau a baissé, libérant les maisons les plus proches et leurs habitants. Ce matin, j'ai commencé à laver parce que c'était plein de boue, là, tout ça. J'ai commencé à laver devant pour après tout sortir, pour nettoyer comme il faut dedans, parce qu'on ne pouvait pas nettoyer avec tout ce qu'il y a dedans. Depuis ce matin, Maria Honorio et sa famille nettoient les restes de boue. On a tout sorti, tout est plein d'eau. Malgré les précautions prises avant la crue, elle a subi de lourds dégâts. Un frigo, le grand congélateur, une télé. On n'a jamais pensé que ça allait monter autant. En remontant la rivière, nous rencontrons de nombreux voisins dans la même situation. Chez Rodrigo de Castro, l'eau a détruit tout le rez-de-chaussée. Jusqu'ici, ça fait à peu près, je sais pas, 1m40. Ouais. J'ai pas la morale. Comme ça.
Il faut se lever, il faut travailler, il faut tout réparer, il faut tout recommencer. Voilà. Un peu plus au nord, sur la Garonne, la décrue a commencé bien plus tard. Tu vas rentrer entre les bouts des deux serres au gros poteau, tu vas rentrer à gauche là. D'accord ? Pour se rendre dans les champs de cet agriculteur, il faut prendre le bateau. Il y a plus de 2 mètres d'eau. Il y a des salades, des épinards, tout ce qui est blé, tout est perdu, quoi. Rien n'est récupérable. Il faut s'attendre à ne pas reprendre d'ici peut-être 2-3 mois, voire 4 mois. Dans tous les cas, on aura un manque à gagner qui sera énorme. Comme beaucoup, Florent Cuche est aujourd'hui dans l'incertitude. Il se demande même si son exploitation survivra à ces inondations. Bonsoir Henri Dreyfus, vous êtes en direct avec nous de Marmande. Vous avez filmé, on l'a vu dans nos journaux depuis hier avec Gilles Parot, l'ampleur très impressionnante de ces dégâts. La décrue a commencé, mais le retour à la normale sera très très long. Imaginez seulement, Gilles, en 1981, lors du précédent record, il avait fallu 3 semaines à la Garonne pour revenir à son niveau normal. Alors la décrue est perceptible. Ce soir, la rue dans laquelle je me trouve était par exemple inaccessible ce matin. À Marmande, ici, le fleuve a perdu 1 mètre en 24 heures, mais les autorités restent vigilantes car le risque c'est désormais que des éboulements se fassent, l'eau va se refluer et va fragiliser peut-être les digues et les quais. Quant aux habitants, eh bien, ils scrutent le ciel puisque de nouvelles pluies sont attendues. Elles seront moins importantes que les précédentes, mais elles risquent de ralentir cette décrue. Merci beaucoup Henri, en direct de Marmande. Autre conséquence de ces intempéries, mais en Guadeloupe cette fois, de très fortes pluies ont gonflé le niveau des cours d'eau en quelques heures. De nombreux promeneurs ont été surpris, 26 personnes ont pu être secourues. En revanche, un homme de 70 ans est toujours porté disparu et le corps d'une fillette de 5 ans qui avait été emportée par les eaux a été retrouvé par les sauveteurs en fin d'après-midi. Tout autre chose à présent, ce devait être un monument temporaire, démontée après quelques mois, 132 ans plus tard. La Tour Eiffel, érigée, on s'en souvient, en 1889, est toujours là. L'approche des Jeux Olympiques de 2024. À cette approche, le monument emblématique de Paris souffre d'une cure de jouvence. Il subit une cure de jouvence. La tour, qui était fermée depuis plus de 2 mois, va changer de couleur pour retrouver sa teinte d'origine entre le brun et le jaune. Reportage de nos journalistes alpinistes, Laura Ada et Hippolyte Corneille. C'est un symbole national, dont la teinte brune si particulière est célèbre dans le monde entier. Alors quand il s'agit de repeindre la Tour Eiffel d'une autre couleur, il y a d'un côté les créatifs. En rouge, la Tour Eiffel en rouge, c'est une très bonne idée. Rose. Ah, tu m'en fais de la bouche. De l'autre, les conservateurs. J'espère que ça soit la même, parce que sinon ça va faire différent. Moi, je l'aime bien comme ça. Moi, j'espère qu'ils vont la repeindre de la même couleur. Sinon, ça gâcherait un peu le charme. Alors, rouge, rose ou même vert, couleur de l'espoir, c'est finalement le doré qui l'emporte. Ah, ça peut être pas mal. Ou plutôt l'ocre jaune, comme ici au sommet de la tour déjà repeint. Tenez-vous bien, c'est en fait la couleur qu'elle aurait dû revêtir dès le départ, celle imaginée par Gustave Eiffel, son créateur. Pourquoi a-t-il choisi cette couleur alors ? Sans doute pour que la Tour Eiffel soit en écho avec l'ensemble de la grande ville de Paris, ville de pierre de taille. C'est la 3e fois que la tour change de couleur. Rouge lors de sa construction en 1889, elle est repeinte en brun en 1968, avec une idée de la sécurité qui interroge. Aujourd'hui, impossible d'évoluer en équilibre sur des poutres, pinceau à la main, sans harnais de sécurité. On n'a pas l'occasion non plus de tous les jours être suspendu sur corde à 300 mètres de haut environ. Donc c'est un petit plus, c'est une certaine fierté. Donc là, il ne fait pas super beau aujourd'hui, mais des fois, c'est super dégagé, c'est super beau. Entre leurs mains, 18 000 pièces à décaper et à repeindre d'ici 2022. À presque 132 ans, la Dame de Fer accueille le plus grand chantier de son histoire. Et nous serons là, bien sûr, lorsque le chantier sera achevé. Si vous hésitez toujours entre la poubelle jaune, bleue ou verte pour jeter votre bouteille d'eau ou votre pot de yaourt, ce reportage est pour vous. Les Français ne sont que 22% à recycler leurs déchets. Vous allez comprendre pourquoi la tâche est si difficile grâce à ce reportage de Sébastien Ambert, Thierry Chartier et Valentin Casanova qui nous expliquent tout. Voici l'histoire de 3 déchets. D'abord, le film plastique d'un pack de bouteilles d'eau. Mais vous verrez que ce film plastique transparent va très bien se recycler. Celui-là, qui est coloré en rouge,
ne va pas bien se recycler. Ensuite, le carton. Et on en reçoit beaucoup depuis quelque temps. Et enfin, le pot de yaourt. Et vous allez découvrir que la vie du pot de yaourt est très différente selon l'endroit où il est jeté. Dans la rue, nous vous avons posé la question du recyclage. Savez-vous ce que deviennent vos déchets? J'aimerais bien savoir exactement où ça va, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. On a des doutes sur le tri, sur le papier et le plastique par exemple, puisqu'on met dans le même sac. En France, il n'existe pas encore d'harmonisation des poubelles. Résultat, on ne trie pas pareil à Lille, à Paris ou à Marseille. Exemple du côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Ce jour-là, on collecte la poubelle jaune, celle du tri. À l'intérieur, on trouve du papier, du carton ou des bouteilles en plastique. Et mon pot de yaourt, au fait. Il y a des pots de yaourt également, donc ça c'est pas bon non plus. Il est interdit à l'intérieur et si le tri est mal fait, la poubelle est refusée. Il y a des sopalins utilisés, il y a un peu de nourriture, il y a de l'alimentaire, donc là on doit refuser. Là. L'agent va alors accrocher ce petit carton rouge pour expliquer aux gens que leur poubelle ne sera pas traitée aujourd'hui. Problème, le tri peut être différent d'une ville à l'autre. À Lens, par exemple, à seulement 18 km d'ici, dans le même département du Pas-de-Calais, on aurait eu le droit de jeter notre fameux pot de yaourt dans la poubelle jaune. On a des usagers qui changent de territoire et ne comprennent pas forcément les gestes de tri. Quelqu'un qui va venir de Lens, qui n'a pas les mêmes consignes, arrive ici, il est un peu perdu. Nous couvrons 70 000 foyers, donc ça veut dire que si chaque foyer fait une erreur de tri, ça fait 70 000 erreurs de tri. Et ça a forcément un impact financier sur le traitement du coût des déchets. Et c'est à ce moment-là que vous vous posez la question, mais pourquoi nous n'avons pas tous la même poubelle partout en France? La réponse est ici. Parce que les centres de tri sont différents sur le territoire. On en compte plusieurs centaines qui ne font pas le même travail. Ici à Arras, le tri est manuel, tout se fait à la main. Et les agents, aussi rapides soient-ils, ne peuvent pas tout trier. 43 tonnes de déchets arrivent ici chaque jour. L'erreur la plus fréquente, c'est au niveau du plastique. Les gens pensent forcément que tous les plastiques sont recyclables. Donc on peut retrouver par exemple des jouets dans les recyclables. Voilà pourquoi le film plastique ou mon fameux pot de yaourt ne peuvent pas être triés, ils seront incinérés. Ce qui ne sera pas le cas ici, dans cet autre centre de tri beaucoup plus moderne. On utilise une technique redoutable, le lecteur optique. Grâce à la lumière, on peut tout trier. Le moindre papier, le moindre plastique, rien n'échappe à la machine. Vous envoyez une lumière, dépendant de la nature chimique, on va dire, de l'emballage, de ce qui le constitue. Et ensuite, c'est soufflé, un peu comme on l'éjecterait d'un petit coup de main. Donc on a identifié une matière et on la met dans une case. En 2023, tous les centres de tri ressembleront à celui-là. Coût de la modernisation, 1 milliard d'euros. Trier, c'est bien, mais faut-il encore pouvoir recycler? C'est ce que l'on fait dans cette entreprise avec des films plastiques, comme ceux qui entourent les packs d'eau. Ils sont lavés, nettoyés et transformés en petits granulés comme cela. Mais pour être mieux recyclés encore, les films doivent être transparents. Le plastique transparent, effectivement, est celui qui aura une durée de vie la plus élevée en termes de recyclage, de régénération. On peut espérer qu'on puisse réussir vraiment à avoir un cycle de vie vraiment fermé et ne plus avoir besoin d'utiliser du pétrole pour fabriquer du plastique. Car les granulés, une fois fondus, redeviendront des sacs plastiques. Maîtriser parfaitement le recyclage, c'est ce qu'on réussit à faire avec le carton. Ici, près de Saint-Omer, les cartons que vous jetez à la poubelle sont plongés dans ces gigantesques piscines baptisées des pulpeurs. Ils redeviennent alors de la pâte à papier dans cette machine de 150 mètres de long. Et enfin, presque comme par magie, le carton retrouve une seconde jeunesse. Vous prendrez aussi conscience que vous êtes le premier geste d'une filière. Ça alimente toute une industrie, ça fait vivre énormément de monde autour de cette industrie. Donc le geste de récupération est important. Nous nous posons une toute dernière question. Pourquoi les emballages ne sont pas fabriqués dès le départ pour être bien recyclés? Ce serait plus simple. C'est ce que l'on fait ici, chez Citeo, à Paris, l'organisme qui aide les entreprises à mieux recycler. Et pour de plus en plus d'emballages, on sait désormais ce qu'ils vont devenir. Les secteurs de l'automobile, du bâtiment aussi, sont des gens qui utilisent pas mal de matières plastiques et ils ont des besoins. Et du coup, nous, notre boulot, c'est de dire finalement, vous pouvez utiliser des ressources pas issues du pétrole,
mais qui viennent directement de nos poubelles, et c'est possible. Et voici que mon pot de yaourt se transformera un jour en tableau de bord. Un pot de yaourt dans une voiture, ça me rappelle quelque chose. C'est le moment bien sûr d'étancher notre soif d'évasion. Ce soir, je vous emmène à 400 km au large des côtes brésiliennes, à la découverte d'une sorte de paradis terrestre au milieu de l'océan Atlantique. Dans l'île de Fernando de Noronha, le nombre de visiteurs est strictement limité. Les lieux qui ont échappé à la pollution, à l'exploitation touristique, à la déforestation méritaient bien ce luxe de précaution. Anaïs Barthes, Hélène Massiot et Stéphane Darmani ont côtoyé les défunts et les tortues de mer. Ils nous rapportent ces magnifiques images. Chaque matin, Juarez lève l'ancre pour explorer les eaux turquoises de son île. 30 ans qu'il a posé ses valises sur ce confetti paradisiaque. Et après autant d'années, il ne se lasse pas de ce spectacle. Des centaines de dauphins vivent dans cette baie en toute quiétude. Je me souviens qu'à mon arrivée ici, on pouvait nager avec les dauphins. Mais depuis les années 90, c'est interdit. Il y a eu trop d'abus. Vous savez, cette île, c'est un paradis. Et il n'est pas accessible à tout le monde. À 400 km des côtes brésiliennes, perdu au milieu de l'Atlantique, ce paradis traversé par une seule petite route compte 5000 habitants et n'est accessible qu'à une poignée de privilégiés. Pour y séjourner, les touristes doivent payer une taxe écologique de 15 € par jour. Mais qu'importe, la magie des lieux opère sur ses visiteurs. C'est un rêve pour de nombreux Brésiliens de venir ici. Moi, c'était mon rêve. L'endroit est vraiment charmant et dépasse toutes mes attentes. L'île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et certains de ses sites sont particulièrement surveillés, comme la plage d'Atalaya. Là, vous avez 25 minutes pour vous baigner. Ici, on ne plaisante pas avec la préservation de l'environnement. Les touristes doivent se plier à des règles très strictes. Temps de baignade chronométré, crème solaire interdite et défense de toucher à quoi que ce soit. La raison principale de ces mesures, c'est qu'à l'intérieur de ce bassin naturel, les coraux sont très sensibles et n'importe quel contact peut être nocif. On interdit la crème solaire parce que l'eau ici stagne pendant une longue période. Tout produit que vous avez sur votre peau restera longtemps pour former une couche qui peut nuire aux coraux et tout ce qu'ils absorbent. Vu de l'extérieur, cela peut prêter à sourire, mais un touriste qui enfreint les règles s'expose à une amende de 750 €. J'ai trouvé ça impressionnant. On dirait un aquarium. Je pense que les règles sont nécessaires parce que c'est notre patrimoine et notre nature. Donc, nous devons nous en occuper. C'est pour ça que Fernando de Noronha est si spécial. Un lieu unique où la faune et la flore sont reines et où une multitude d'espèces cohabitent. Les taxes imposées aux touristes servent d'ailleurs à cela, financer des programmes de protection. À la nuit tombée, nous retrouvons Paolo. Ce biologiste nous emmène sur une plage interdite au public. Maintenant, nous n'utiliserons que la lumière rouge pour ne pas éblouir les tortues. De janvier à mai, ce sanctuaire est l'un des meilleurs endroits pour étudier la ponte des tortues marines. C'est toujours un moment spécial, surtout ici au Brésil. Alors qu'elles avaient presque disparu de l'île il y a 40 ans, les tortues viennent aujourd'hui par dizaines. Notre rôle, c'est de les protéger. Pas juste pour nous, mais parce qu'elles sont essentielles à l'équilibre des mers et par conséquent à l'ensemble de la société. Alors oui, je suis fier de pouvoir contribuer à leur conservation. Si Fernando de Noronha est aussi préservé, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de complexe hôtelier. Les touristes logent dans des maisons d'hôtes. Et n'espérez pas vous y installer, il faut être originaire de l'île pour acheter une maison ou monter son entreprise, sauf si vous avez conquis le cœur d'une habitante, à l'image de ce jeune restaurateur français.
Après des années à voyager à travers le monde, c'est ici, avec sa femme, qu'ils se sont ancrés. On a contact avec la nature. Ici sur l'île, c'est tout petit. Je le compare à mon village dans le Luberon. Tout le monde se connaît. C'est unique, c'est unique. Une île où l'harmonie entre l'homme et la nature est elle aussi unique. Et oui, je vous l'avais dit, on n'est pas très loin du paradis. Sur LCI, juste après ce journal, le débat entre Raphaël Enthoven et Alexandre Devecchio, arbitré par Julien Arnaud, sur le canal 26, bien sûr. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia avant votre série, section de recherche. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Anne-Claire Coudray vous donne rendez-vous à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. Merci, comme toujours, pour votre fidélité. À lundi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.